Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Merci de regarder le programme de Télé Tchad. Aujourd'hui, les belles lettres vous amènent dans un domaine peu ordinaire, l'économie. C'est pourquoi donc, pour en parler, nous recevons M. Mamadzen Ali Mamadzen, qui vient de publier aux éditions Al-Mouna un ouvrage d'actualité économique intitulé « Tchad, la marche vers l'industrialisation ». Bonjour, M. Mamadzen Ali. Bonjour. Voilà. Vous êtes fonctionnaire au ministère des Finances et du Budget. Après avoir servi à la direction des projets présidentiels et occupé plusieurs postes au ministère des Finances, vous êtes actuellement chef de division contrôle des dépenses des entités autonomes au contrôle financier. Déjà, Monsieur Mamadzen, on voudrait bien savoir ce qui vous a motivé à écrire ce livre qui sonne vraiment comme une véritable actualité. Vous savez qu'avec la crise économique que vit le Tchad depuis le dernier trimestre de 2014, le gouvernement a mis en place des politiques de redressement économique, parmi lesquelles l'industrialisation. Oui. Et c'est un sujet qui m'a toujours animé, et c'est en quelque sorte ma modeste contribution. Et c'est pour moi aussi une manière de faire la promotion des potentialités exceptionnelles du Tchad, qui demeure malheureusement peu valorisée. En parlant donc de l'industrialisation, quel est l'état actuel donc de cette industrialisation-là au Tchad? Si on peut parler de l'état des lieux de l'industrialisation au Tchad, on peut affirmer que des moyens conséquents ont été accordés. Il y a eu quand même l'allocation des ressources, l'adoption des stratégies et autres, ce qui a permis au pays d'amorcer la marche vers l'industrialisation grâce aujourd'hui à une industrie diversifiée. Mais il faut relever tout de même que le pays demeure peu industrialisé au regard des potentialités dont il dispose. Oui. Maintenant, s'il faut parler des actions en faveur de l'industrialisation, nous pouvons citer entre autres le schéma directeur d'industrialisation qui est actuellement en cours d'élaboration, la charte des investissements qui accorde des avantages aux promoteurs industriels, la vision 2030 qui est un document stratégique, tout comme les programmes nationaux de développement, les PND 2013, 2015 et 2017-2021, qui réservent une place de choix à l'industrie tchadienne. Nous avons aussi les conventions d'établissement qui sont accordées sous forme d'avantages aux promoteurs industriels. Ouais. Et à côté de ces éléments, il faut aussi relever la multitude de projets énergétiques en cours, tout comme la validation en août 2018 de la lettre de politique énergétique 2018-2030, d'autant plus que l'énergie est au cœur de l'industrialisation. Ok. Monsieur Mamadzen, en quoi l'industrialisation actuelle, disons donc du Tchad, bénéficie-t-elle aux Tchadiens dès lors que nous connaissons que les produits qui sont issus de nos industries sont quasiment plus chers que ceux qu'on importe d'ailleurs? Vous savez qu'au stade actuel, l'industrialisation est encore à son processus. Il va falloir traiter toutes les questions, à savoir les questions de coûts de transport, d'énergie et autres, la place de la justice, la sécurité au niveau des frontières. Bref, il faut traiter toutes ces questions et c'est en ce moment, en fédérant les forces de toutes ces parties prenantes, qu'on pourra asseoir véritablement une politique industrielle et c'est en ce moment qu'on parviendra à amener les produits tchadiens à être plus compétitifs que les produits importés. Mais quand la fraude n'est pas maîtrisée et quand les produits qui arrivent de l'étranger ne sont pas taxés normalement ou bien ne sont pas dédouanés, il va de soi que cette concurrence déloyale décourage les efforts de l'État. Et donc, l'État à son niveau doit mener en place des politiques d'exonération, de subventions et autres pour contrecarrer en quelque sorte les produits venant de l'extérieur. Vous avez parlé aussi dans votre ouvrage des opérations de privatisation. Voilà. Est-ce que ces multiples opérations de privatisation sont un atout ou plutôt une menace pour l'économie, pour le développement? Vous savez que les opérations de privatisation sont un atout pour le développement, à condition qu'elles soient maîtrisées. Et là, même s'il y a privatisation, il faut se dire que l'État doit toujours garder le contrôle. L'État doit toujours jouer le rôle de gendarme.
Et ces privatisations, ces actions de privatisation permettront aux entreprises nationales d'être plus compétitives, d'avoir un transfert de compétences et aussi d'accroître leurs capitaux. Donc c'est en quelque sorte les avantages de la privatisation. Mais toujours est-il que ces privatisations soient maîtrisées. Et généralement, l'État en privatisant garde toujours un droit de regard. Vous prenez le cas de la raffinerie de Djarmaya par exemple, où l'État a 40% des parts et la CNPC 60%. Ça permet à l'État quand même d'avoir un droit de regard et puis de contrôler les entreprises privatisées. Vous avez aussi parlé de la croissance démographique dans l'ouvrage. Pour vous, la croissance démographique est un potentiel économique. Alors, la question est donc de savoir comment est-ce que la croissance démographique peut-elle être un potentiel dans la mesure où nous n'arrivons pas à maîtriser le problème de planning familial. Ce sont les familles les plus pauvres qui sont, si je peux le dire, qui sont les plus riches en nombre d'enfants. Est-ce qu'on peut arriver à un développement lorsque la plupart de la population est pauvre? Justement, ça c'est une réalité. Maintenant, il incombe à l'État de faire en sorte que tous les enfants soient scolarisés. Il faut qu'on parvienne à démocratiser l'école. Il faut qu'on parvienne à toucher, même ceux qui sont dans les coins et recoins du village. Et c'est en cela que la grande masse pourra être touchée et puis constituera un atout pour la croissance démographique et la croissance économique. Et là, il faut que cette grande masse profite du système éducatif, à commencer d'abord du primaire jusqu'à l'enseignement universitaire, tout en mettant l'accent sur l'enseignement scientifique et la formation professionnelle. À titre illustratif, il y a les différents résultats, notamment ceux de COSIF 2, qui ont montré que le niveau de pauvreté décroît avec le niveau d'instruction du chef de ménage. Et à ce niveau, il faut se dire aussi que l'État a déjà commencé par poser les jalons avec l'école obligatoire. Pourquoi est-ce que le Tchad occupe-t-il quasiment le dernier rang dans les classements internationaux en matière d'économie par rapport, par exemple, au Niger voisin, qui n'est d'ailleurs pas un pays pétrolier en tant que tel et ne disposant pas d'autant d'atouts et de ressources naturelles que le Tchad? Le problème se situe à quel niveau? Parlant des classements internationaux, il faut avouer que des efforts restent encore à faire. Mais au-delà des problèmes que nous venons de soulever, il a été déploré aussi par le passé des insuffisances dans l'infrastructure statistique. Ce qui fait que, des fois, le Tchad occupe injustement la place qu'on lui prête. Et actuellement, avec les travaux qui sont en train d'être menés par l'INSED pour rendre le système statistique plus performant, avec le résultat de ces enquêtes, vous allez vous rendre compte que le pays pourra gagner plus de places qu'on lui prête actuellement dans les rangs internationaux. Alors pourquoi est-ce que les commerçants tchadiens, parce que c'est ce qu'on lit dans votre ouvrage, préfèrent-ils plutôt l'informel et ne s'intéressent pas aux textes, aux assurances, aux conseils juridiques qui pourraient bien les aider dans leur domaine? Le vrai problème à ce niveau, c'est que c'est d'abord un problème d'éducation de ces commerçants. Et eux, dans leur esprit, c'est qu'en payant normalement les impôts, en déclarant normalement leurs activités, ils paieront plus. C'est ce qu'ils craignent. Or, ils ignorent une chose. En payant plus, ils bénéficieront d'autres avantages, notamment dans la politique d'allègement. Non seulement ça, mais il y a un autre avantage qu'il faut relever ici, c'est que ce paiement, ce changement de statut, leur permettra aussi d'accroître leurs activités, leur champ d'activité. Donc, à ce niveau, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut mener des actions de sensibilisation dans ce sens pour que ces commerçants comprennent les enjeux et y adhèrent. Bref, il faut restaurer un climat de confiance entre l'État et les opérateurs économiques. Parce qu'on se rend compte qu'actuellement, il y a cette méfiance, il y a cette réticence des commerçants à l'égard
de l'État. Est-ce que le problème d'analphabétisme, de taux d'analphabétisme qui est très élevé, n'entre pas aussi en jeu dans ce genre de choses? Justement, il y a ce taux d'analphabétisme qui est trop élevé. Et la preuve est qu'une bonne partie de nos opérateurs économiques est analphabète. Et donc, ce qui fait que ces opérateurs économiques ne s'intéressent pas aux assurances, conseils et autres. Et là, ça réduit considérablement leur pouvoir. Ce qu'ils ignorent d'ailleurs. Okay. Dans l'ouvrage, vous parlez aussi de la nationalisation de l'investissement. En quoi cela consiste et quels en sont les bénéfices? Bon, la nationalisation des investissements, c'est une politique qui tend à transférer la propriété privée vers la propriété publique. Et vous savez qu'en nationalisant les investissements, les bénéfices, les emplois restent sur place. Et ces capitaux sont à nouveau injectés dans l'économie nationale. Donc ces fonds-là permettent quand même, ces fonds-là sont quand même fructifiés et utilisés dans tous les circuits économiques. Contrairement aux capitaux étrangers qui constituent des fuites de devises et par là un manque à gagner pour l'État. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut réaliser l'industrialisation lorsque la corruption, le favoritisme, le népotisme caractérisent encore nos services publics aujourd'hui? Les mots que vous venez de relever sont une réalité. Et évidemment, on ne peut pas réaliser l'industrialisation tant qu'on n'a pas combattu ces fléaux. Donc il incombe à l'État de combattre ces fléaux-là pour qu'on puisse arriver à notre destinée. Sans cela, il est impossible. Dans l'ouvrage, vous avez aussi loué les qualités du MAEP, entendons un mécanisme africain d'évaluation par les pairs, alors que beaucoup d'analystes voient en cette structure une évaluation très subjective. Qu'en dites-vous? Je pense qu'il faut faire la part des choses. En réalité, je n'ai pas loué les qualités du MAEP. J'ai plutôt parlé des politiques publiques menées par le Tchad, de l'indépendance jusqu'à nos jours, lesquelles politiques que le Tchad a menées, soit celles ou avec des instances, avec d'autres États dans des instances regroupées. Et c'est pour voir la place de l'industrie, la place de l'industrialisation dans ces politiques publiques. Et c'est à ce titre que j'ai parlé du NEPAD, du nouveau partenariat économique pour le développement de l'Afrique. Et parmi les avancées, et c'est parmi les avancées du NEPAD que j'ai cité le MAEP. Tout simplement. Maintenant, s'il faut parler du MAEP, je pense que c'est une initiative très louable parce que du point de vue international, on a de tout temps présenté une mauvaise image de l'Afrique. Or, à travers le MAEP, à travers ce diagnostic franc entre les pairs, c'est-à-dire les chefs de l'État, ça permet quand même à ces pays évalués là d'avoir une certaine crédibilité. Non seulement d'avoir une certaine crédibilité, mais de les mettre aussi en concurrence. Et ce qui est assurément un facteur de motivation entre ces États. Encore faut-il que cette évaluation soit la plus objective que possible. Justement, c'est le problème de subjectivité. À supposer par exemple que vous et moi sommes partenaires dans ce genre de choses. Est-ce que l'évaluation que moi je vais faire de vous peut être véritablement objective alors que nous sommes des amis? Elle peut aussi être objective dans la mesure où il y a une concurrence qui est lancée. Du moment où cette concurrence est lancée, chacun va vouloir chercher la première place, bien sûr. Donc c'est là l'avantage. Ok. Alors, quelles propositions faites-vous aux autorités du pays par rapport au problème de taux élevé des taxes et la lourdeur administrative qui essaye un petit peu de freiner l'économie dans notre pays? Le problème de taxes élevées et la lourdeur administrative freinent les efforts en matière économique. Et là, à commencer d'abord par les taxes trop élevées, cela nous revient à l'idée très célèbre de l'économie célèbre qui dit que trop d'impôts tue l'impôt. Et c'est une réalité. Maintenant, ce que je suggère aux autorités, c'est de travailler à supprimer les taxes qui n'ont pas de rentabilité significative, mais qui au contraire
décourage les potentiels investisseurs. Et là, l'État peut mettre en place aussi des politiques incitatives. En mettant par exemple en place la politique zéro taxe pour les 3 premières années par exemple, ou bien avec des taux préférentiels. Et là, vous verrez qu'avec cette politique, des startups vont émerger. Actuellement, il y a des jeunes qui ont de très bonnes idées, mais qui, à cause de faute de moyens, ou du fait de taxes élevées, n'arrivent pas à asseoir leurs entreprises. Donc, il suffit de mettre en place seulement ces mécanismes et vous verrez que des startups vont émerger. Et parlant de la lourdeur administrative, le retard là impacte négativement sur les réalisations, sur la bonne exécution, et donc décourage les potentiels investisseurs. Donc il va falloir travailler ardemment pour simplifier les procédures administratives et puis améliorer le délai de paiement des factures des fournisseurs pour inciter ceux-ci et même d'autres potentiels investisseurs à y venir. Okay. Alors, vous avez écrit sur la marche vers l'industrialisation du Tchad. Est-ce que vous oubliez que le problème d'énergie et le problème, par exemple, de connexion Internet qui reste aujourd'hui des plus chers chez nous, est-ce qu'on peut réaliser l'industrialisation sans l'apport de ces 2 éléments que j'ai cités? Je pense qu'on ne peut pas réaliser l'industrialisation d'abord par rapport à l'énergie qui est la question centrale. Mais si je dis que les tendances s'annoncent prometteuses, c'est par rapport à la multitude de projets énergétiques en cours. D'autant plus que l'énergie est au cœur de l'industrialisation. C'est par rapport à la multitude de projets énergétiques en cours. Donc, je peux dire que l'espoir est permis, tout en accélérant le processus, bien évidemment. Maintenant, par rapport à l'Internet, je crois que j'ai aussi longuement parlé dans les documents que les nouvelles technologies de l'information et de la communication jouent un rôle capital aussi dans le processus d'industrialisation. C'est pour dire que c'est des questions que nous n'avons pas perdues de vue, mais qui jouent un rôle aussi clé dans le processus d'industrialisation. Vous avez souligné dans l'ouvrage, vous avez fait l'état des lieux de l'industrialisation du Tchad, vous avez fait des propositions, vous avez énuméré un certain nombre de problèmes. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Le dernier mot, c'est d'inviter l'État à accélérer le processus d'industrialisation. Moi, mon souci primordial est de voir un jour le Tchad, un pays fortement industrialisé. Et là, je le crois parce que le pays a les atouts pour y parvenir. Toutefois, il est capital, il est plus que capital de régler les questions comme les infrastructures de transport, la question de l'énergie et l'amélioration du climat des affaires. Monsieur Mamadzen, est-ce que vous pouvez nous proposer la lecture d'un paragraphe de votre livre? Avec plaisir. Oui. De nos jours, le décollage économique passe par l'industrialisation. Ce système apparaît non seulement comme la solution aux importations dont le coût élevé constitue des flux financiers perdus, mais aussi une solution à la dépendance vis-à-vis du pétrole dont les fluctuations des marchés internationaux sont constantes. Ce système présente beaucoup d'avantages, notamment la création d'emplois nouveaux, la création de richesses, la préservation de la stabilité économique, mais il faut une industrialisation maîtrisée qui respecte, entre autres, la protection de l'environnement. Ok. Votre livre est très intéressant. Si nos téléspectateurs veulent s'en procurer, où le trouver et à quel prix? Bon, le livre est déjà disponible au centre Al-Mouna au prix de 10 000 francs. Ok. Monsieur Mamadzen Ali Mamadzen, nous vous remercions infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions. Tout le plaisir pour moi de vous remercier. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, c'est fini pour l'émission d'aujourd'hui. Et je rappelle simplement que nous avons découvert au cours des belles lettres aujourd'hui Monsieur Mamadzen Ali Mamadzen avec son tout premier ouvrage intitulé Tchad, la marche vers l'industrialisation. L'ouvrage est publié aux éditions Al-Mouna en 2018. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous, bien entendu, toujours sur Télé Tchad la semaine prochaine. D'ici là, continuez à regarder le programme de votre chaîne. Au revoir.